Et bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM d'ici pour votre émission. Comme chaque lundi, il s'agit de Planète Locale et vous allez voir, le territoire des Alpes de Haute-Provence ne manque ni de saveur ni de talent et ça tombe bien car ils savent aussi les mettre à profit pour créer de belles collaborations. C'est le cas notamment pour le domaine Saint-Jean-les-Durans situé à Manosque et le pâtissier Franck B qui lui est basé à Fort-Calquier. Tous deux se sont associés pour créer un gâteau aux couleurs de saison, mais surtout bio et local. Regardez ce reportage, il est signé Laurie Charrier. Lorsqu'un vigneron pousse la porte d'un pâtissier, ça peut donner un joli mélange. Le domaine Saint-Jean-les-Durans de Manosque et le pâtissier Franck B de Fort-Calquier, tous deux travaillant en bio, s'associent pour créer un gâteau aux saveurs des vendanges et surtout local. C'est une collaboration entre deux artisans, entre deux métiers manuels. Et en l'occurrence, Franck a eu l'idée d'assembler, d'associer plusieurs vins de ma production pour réaliser ce gâteau. Donc il y a vraiment un travail d'orfèvrerie. Et en effet, si ce gâteau aux airs de pressoir à l'ancienne nous donne un avant-goût visuel de ses saveurs, le travail derrière n'est pas en reste. 3 vins du domaine auront été assemblés pour parvenir au résultat escompté et sublimer les produits. Le vin, ça reste un liquide, il suffit de maîtriser les gélifications pour arriver à avoir quelque chose de très onctueux en bouche. J'ai gardé, je pense, l'alcool du moelleux pour pouvoir avoir cette empreinte identique à l'origine. Mais en tout cas, effectivement, le pimaillon et le blanc sec sont cuits. Donc techniquement, c'est un gâteau qui n'est pas forcément alcoolisé, mais qui a réellement le goût du vin. Le pressoir ravira les papilles devrait être décliné en bûches et entremets pour les fêtes de fin d'année. Et avec nous en plateau à présent, Emmanuel Philippot Poussol. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre de l'association LESA, qui signifie Lien, Enseignement, Sens et Autonomie. Vous proposez un centre de formation de développement de la terre crue en construction. Alors, première question, qu'est-ce que ça signifie ? Alors, qu'est-ce que ça signifie ? On s'est rendu compte que l'éco-construction était un levier efficace et très important face au dérèglement climatique. Et donc, on propose de promouvoir les matériaux crus comme la paille, le bois, la terre. Donc des matériaux crus qui, contrairement aux matériaux conventionnels, ne sont pas chauffés et donc n'émettent pas de CO2. Alors, comment ça s'organise si on veut justement une éco-construction ? Comment ça s'organise ? Eh bien, nous, ce qu'on a proposé d'ailleurs très récemment à Ribier le 13 novembre, donc il y a quelques jours, c'est une journée autour des écomatériaux locaux, donc issus de coproduits agricoles, donc les différentes pailles, de lavande, de riz, de blé, etc. La terre aussi, présente partout. Nous, on a caractérisé un enduit terre à partir de boue argileuse de carrières de sable. Et donc, c'est mettre ensemble les différents acteurs du territoire, les élus qui veulent construire avec ces matériaux, les artisans qui pourraient proposer ça en plus dans leur entreprise de maçonnerie classique. Et donc, les fournisseurs de matériaux, les agriculteurs, les carriers, et donc organiser tout ça. Et quel engouement est-ce que vous ressentez ? Est-ce que vous sentez que les habitants sont intéressés par ces nouveaux moyens, ces nouveaux modes de construction ? Absolument, de plus en plus. D'ailleurs, à la journée qu'on a organisée le 13 novembre, on a commencé la journée par une formation des élus, ce qu'on fait habituellement partout en France. C'est la première fois qu'on l'a organisé sur le territoire du Ciste René Buèche. Et il y a vraiment énormément d'élus qui ont répondu présents à cette journée, donc on était ravis. Et je précise que d'ailleurs cette journée était organisée dans le cadre d'un projet leader, donc cofinancé par la région Sud et un fonds européen agricole de développement rural. Et est-ce que vous avez déjà pu voir des réalisations concrètes qui ont été construites grâce à ces matériaux éco-responsables ? Bien sûr, il y en a de plus en plus donc chez les particuliers, mais aussi des constructions publiques. À Éour, donc le village où est implantée mon association, les enduits de l'église d'Éour, par exemple, ont été faits avec cet enduit local dont je vous parlais, qui a été caractérisé par notre association. Évidemment, il y a de plus gros projets aussi. Je pense notamment, c'est un exemple que je prends souvent, mais dans les Vosges, des logements sociaux qui sont en bois terre-paille. La paille qui a l'avantage d'être un très bon isolant, donc qui permet de ne pratiquement plus chauffer les bâtiments et les personnes d'ailleurs payer 5 € par mois de chauffage.
On entend beaucoup parler, réchauffement climatique, les conséquences que ça peut avoir sur l'environnement. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est indispensable d'avoir recours à l'éco-construction? Absolument. Il y a un chiffre que je dis souvent et qui est très important et qui est souvent très étonnant pour beaucoup. C'est le chiffre de 40%. En fait, le BTP, donc bâtiments, travaux publics, il ne faut pas penser que à la construction, mais aussi les routes, etc. On arrive à émettre 40% des émissions de CO2 rien que dans le BTP. Donc c'est vraiment énorme. Alors ce chiffre s'explique parce qu'il faut penser au fait que les matériaux conventionnels sont chauffés pour être produits. Rien que le ciment, c'est 6,9% des émissions de CO2. Mais il y a aussi la vie du bâtiment, donc le chauffage. Et les bâtiments en fin de vie, donc il faut brûler généralement quand on déconstruit. Très peu sont malheureusement recyclés. Ces matériaux finissent brûlés. Donc en tout, quand on additionne ces chiffres, on arrive à presque 40% des émissions de CO2. Donc c'est effectivement l'éco-construction, un levier efficace si on veut faire face au dérèglement climatique. Et est-ce que sur le terrain, vous avez déjà rencontré quelques problèmes pour mettre en place ces éco-constructions face peut-être aux conséquences du réchauffement climatique? Mais c'est un levier qu'il faut donc mettre en place tous ensemble. Il faut que les élus s'y mettent. Donc c'est pour ça que nous on propose des formations pour les élus, parce qu'il y a une série de d'images qu'on se met dans la tête quand on pense aux constructions en bois, en terre crue, en paille. On s'imagine parfois des huttes ou je ne sais pas. Mais donc il y a une série de choses à déconstruire auprès du grand public aussi. Donc on propose des conférences, notamment une conférence gesticulée. On vient de publier un livre aussi, donc vraiment pour essaimer ce genre d'idées. Mais donc ce levier doit se faire tous ensemble. Comme je disais, les élus, le grand public, mais aussi il faut développer les formations en éco-construction. Et il faut de plus en plus d'exemples publics, notamment parce que c'est par des gros projets publics qu'ensuite les privés s'y mettent. Et quel est le retour un peu que vous avez peut-être des entreprises? C'est vrai qu'elles peuvent être peut-être un peu réticentes, c'est ce que vous disiez à l'instant. Il faut faire toute une pédagogie, c'est un peu ça l'idée, c'est un peu l'enjeu de ces prochaines années. C'est un peu l'enjeu, effectivement, c'est toute une pédagogie, mais en même temps, il y a de plus en plus d'artisans qui nous appellent et qui nous demandent si on propose des formations entreprises, justement. Eux, ils n'ont pas une énorme formation à faire parce qu'ils sont déjà maçons, ils sont déjà dans la construction, mais en tout cas, des formations spécifiques à ces matériaux-là. Et non, ils sont de plus en plus conscients en fait de l'enjeu climatique et ça c'est vraiment important. Merci beaucoup en tout cas Emmanuelle Philippot-Poussol d'avoir été avec nous ce soir. Alors nous, pour terminer ce Planète Locale, on va vous parler de ce geste qui sauve de Lon Han. Lon Han, c'est l'auteur du guide 100 gestes pour réduire son empreinte carbone chez soi, au travail, sur le territoire. C'est un ouvrage qui est à retrouver aux éditions FIP. Alors pour sa deuxième chronique, elle nous encourage à baisser un peu notre chauffage cet hiver et être un peu écolo. Regardez. Bonsoir à toutes et à tous. Première chute de neige, passage à l'heure d'hiver, réouverture très attendue des premières stations de ski comme à Montgenèvre ce week-end. Aucun doute, l'hiver est là. Comme moi, vous avez certainement ressorti gros pull et chaussettes chaudes et vous vous couvrez bien en sortant. Et bien cette semaine, mon conseil pour réduire votre empreinte carbone, c'est de vous couvrir également à l'intérieur. En effet, le chauffage est l'une des 3 premières sources d'émissions de gaz à effet de serre en France sur lesquelles on peut directement agir. Concrètement, baisser le chauffage de seulement 1 degré a beaucoup d'impact. Adaptez la température à votre activité. 19 degrés là où vous restez inactif et 16 degrés ailleurs suffit amplement. L'impact du chauffage sur le climat est d'autant plus fort si vous utilisez une chaudière au fioul ou au gaz, car ce sont 2 combustibles fossiles. Or, les combustibles fossiles sont l'ennemi numéro 1 du climat, car ils réchauffent l'atmosphère et entraînent des dérèglements en cascade, comme les sécheresses de plus en plus intenses, que l'on connaît bien dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Donc, pour réduire notre impact sur le climat et sur la nature en général, baissons le chauffage et couvrons-nous. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission consacrée à Planète Locale. Place demain à une nouvelle émission, ce sera DC Business.